Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Nico. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit récap de la Photon DLP de chez Anycubic. Donc dans Shitubox, en fait, je voulais vous montrer que tout simplement l'anti-aliasing fonctionnait correctement avec l'Anycubic DLP. Donc pour comprendre plus facilement l'utilisation de l'anti-aliasing, même s'il n'y a rien de compliqué, je vais aller cliquer sur mes paramètres et ici on a l'anti-aliasing à cocher et on a donc 2, 4, 8, image blur, le gray range. Donc tout ça c'est des paramètres qu'on peut tweaker pour, on va dire entre guillemets, améliorer l'impression. Quand je dis améliorer, c'est plutôt pour faire du lissage de pixels en quelque sorte. Enfin c'est pas en quelque sorte, c'est pour faire du lissage de pixels. Donc si par exemple je le désactive et donc je vais slicer, hop, voilà, c'est ultra rapide. Donc là on est resté à 0 hein. Alors ce qui est important de comprendre, voilà, on va partir sur ce dessin par exemple ici là. Donc on peut bien regarder, on peut bien voir sur les bordures de notre masque hein, ce qui est reproduit sur l'écran de l'imprimante. Et c'est cette image là qui permet en fait, une fois que la lumière passe à travers, donc de fabriquer la couche de notre objet. Donc ici on a un anti-aliasing qui est à 0 et on voit bien cet effet d'escalier de pixels. C'est comme quand on fait un rendu 3D, c'est pareil. En général, toujours, on a toujours besoin de lisser une image pour ne pas avoir cet effet en fait d'escalier de pixels visibles. Et c'est ce que va faire en fait l'anti-aliasing. L'anti-aliasing, lui, il va nous lisser ces pixels en escalier et du coup, ben, on va pas avoir cet effet d'escalier qu'on va retrouver forcément à l'impression. Alors après, il y a des modèles qui vont être plus ou moins, ça va être plus ou moins visible en fait selon la forme de l'objet imprimé. Donc ici, en l'occurrence, c'est des œufs. Alors j'ai fait des tests à 0, 2, et 4 et 8. Donc on verra ça tout à l'heure. Je vous mettrai des photos hein, des résultats de l'impression. Donc ce qui est bien important de comprendre, c'est ça. Donc je vais vous montrer après la différence quand on active l'anti-aliasing. Donc ce qui est bien aussi dans Shitubox, quand on a besoin d'avoir d'informations, et c'est pour ça aussi que j'aime bien ce logiciel, je vais aller dans Setting Help, et après je vais cliquer sur Manuel. Alors Manuel, qu'est-ce qu'il fait? Il va m'ouvrir une page internet avec le manuel. Alors ici c'est en anglais. Alors, on peut sélectionner anglais ou chinois, ou alors après vous faites traduire la page que vous souhaitez. Donc ici, je l'ai mis en français. Donc après, je vais cliquer sur configurer les paramètres d'impression et on se retrouve avec tout un tas d'informations. Et pour ceux qui ont besoin de comprendre, par exemple, comment ça fonctionne vraiment correctement, tout est bien stipulé dans ce manuel. Et franchement, il est bien fait parce que en plus de ça, par exemple, là, on arrive sur le TSMC. Alors le TSMC, c'est le Two Stage Motion Control. Donc ici, contrôle de mouvement. Donc on a A1 la montée, A2 la descente. Et avec le contrôle de mouvement donc en deux étapes, le Two Stage Motion Control, on a A1 et B1. Donc on va pouvoir avoir la main mise sur le contrôle de la montée A1 et B1. Donc deux montées, deux temps de montée et pareil sur le temps de descente. Donc pour bien comprendre comment ça fonctionne, donc tout est bien expliqué, on a besoin de quels paramètres à tweaker pour avoir donc une différence. Alors ça sert à quoi? Ça va être pour nous aider à réduire le temps d'impression. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup ce manuel
de documentation sur Shitubox. Quoi que vous cherchez, vous allez trouver la réponse. Et en plus, il y a des petites vidéos. Donc, honnêtement, servez-vous-en. C'est comme ça, c'est pareil. Donc, le temps de repos, tout ça, c'est super bien expliqué. Et toujours avec une vidéo. Donc ici, on cherche quoi? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure au début de la vidéo, je cherche des informations sur l'anti-aliasing. Voilà, l'anti-aliasing. Donc ici, on a même, comme on arrive dans le panneau Advanced, avancé, on a tout Bottom Light PWM. Ici, lumière inférieure, et ils expliquent donc comment on contrôle ça. On peut en savoir plus en cliquant ici. L'image grise, ça va être Gray Range, enfin le image gray, pardon. Et donc, nous, ce qu'on voulait, c'est l'anti-aliasing. Donc, l'anti-aliasing, les dents de scie triangulaires du bord de l'image. Donc, les dents de scie, c'est ce qu'ils appellent ça, c'est les pixels que je vous ai montré tout à l'heure, où on voit vraiment bien. Donc, je vais recommencer à slicer. Hop. Donc, on attend que ça se fasse. Hein. Voilà, les dents de scie, c'est quoi? C'est ça, quoi. C'est les pixels, les bordures en escalier. Eux, ils appellent ça les dents de scie. Enfin, c'est les dents de scie, c'est la translation, la traduction qui a fait qu'ils ont mis ça. Donc je vous laisserai lire parce que je suis pas là pour lire tout ce qui est indiqué, mais servez-vous-en, vous verrez, c'est super pratique. C'est comme toutes les compensations qu'il y a, hein, pareil, le masque, le générateur de masque. Donc il y a vraiment... c'est vraiment intéressant. Hop, je retourne sur notre anti-aliasing. Il est où? Il est là, voilà. Donc gamme de gris 0,250. Le 0 c'est le noir et le 255 c'est le blanc. Conçu pour le format CTB. Il détermine la plage de gris disponible dans l'anti-crénelage. L'anti-crénelage, c'est l'anti-aliasing. Alors, si vous définissez les niveaux de gris dans la version basique sur 2, lorsque le niveau est de n est égal à 2 et que vous souhaitez obtenir le même effet dans la version Pro, alors la plage de gris du premier paramètre correspondant est de 63. Donc ici, on a base des niveaux de gris et en fait donc soit on va mettre 2 ou alors on va dans la version pro par exemple ici on va rentrer des valeurs. Le niveau d'anti-crénelage 248 conçu pour le format CBD DLP. Donc le temps d'exposition des bords plus le niveau sélectionné est élevé, donc ça va être 8, plus le temps d'expo sera long. Donc ils disent que ça va nous enlever l'effet d'escalier en diminuant donc cet effet et ça va traduire par des bords plus nets, diminuant ainsi l'effet d'anti-crénelage. Ici c'est ce qu'on cherche. Donc eux ils disent que l'anti-crénelage il est bien pour le format CBD-DLP. Par exemple pour le flou d'image, donc le flou d'image c'est dans Shitubox. Si je retourne en arrière, bam, le flou d'image, si je clique là, voilà, image blur, je vais l'activer. On va slicer, je vais l'activer en mode 3 par exemple. Et là, on va voir, il faut faire attention avec le flou d'image, il ne faut pas en abuser. Parce que si on va trop loin dans nos valeurs, ce que ça va faire, en fait, ça va nous diminuer justement les détails de notre pièce à imprimer. C'est pour ça qu'il faut faire attention, en fait, à pas le surutiliser. Là, on le voit bien.
la comparaison à tout à l'heure, on voit que donc là on voit que le comment dire l'effet d'escalier il a été fortement diminué. Déjà d'une part parce que on a mis le blur, mais je crois, enfin je me souviens plus si je reviens en arrière. De toute façon, il faut faire des tests. Ouais, l'anti-aliasing par exemple, il était déjà à 8. Je vais juste le mettre à 2. Lui, on va le mettre à 2 aussi. Voilà, déjà on peut voir que le comment dire le flou il est diminué et donc on mange moins les détails ici. La pièce elle se prête pas aux détails parce qu'on n'a pas de détails de folie, hein. Mais ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est sur les arêtes. Sur les arêtes, quand on laisse l'anti-aliasing à 0, c'est surtout là en fait où on va voir que sur certaines pièces, bah, c'est bien mieux de l'activer et on aura un meilleur résultat de lissage que si on le désactive. Donc il faut quand même faire attention et l'utiliser parcimonie. Je pense que ça sert à rien de le mettre à fond, de toute façon. Image blur, 2, 3, 4 détermine le nombre de pixels pour la transition des bords. Plus le niveau que vous sélectionnez est élevé, plus le bord sera doux. Semblable à la fonction de plume dans Photoshop. Donc on a même une petite vidéo pour en savoir plus sur l'anti-crénelage, les niveaux de gris et le flou d'image. Donc en tweakant ces trois paramètres là, donc l'anti-crénelage c'est mince, il est où? Il est là. Lui je vais le mettre à droite, bam, voilà. Donc l'anti-crénelage, l'anti-aliasing, le niveau de gris c'est le gray range, et après on a le flou d'image, l'image blur. Donc l'image blur, moi perso je m'en sers pas trop. Ça, comme je vous ai dit, ça va vraiment dépendre des pièces que j'imprime. L'anti-aliasing c'est pareil, je m'en sers de temps en temps aussi et je suis plus vers 2, 4 que 8. Et quand j'utilise le gray range en fait c'est pareil. Euh, il faut se référer au tableau en fait et au numéro. Donc par exemple si je suis à 3, je vais mettre entre 95 ici et 255. Euh, et ça va correspondre en fait aux valeurs qu'on va déterminer ici. Mais bon, le gray range, sachant que l'anti-aliasing il fonctionne, pour l'instant je l'utilise que très rarement. Ça c'est pareil, masque je l'utilise jamais. Printing time compensation, ça je l'utilise assez souvent. Tolérance compensation et bottom tolérance compensation, pour l'instant je ne l'ai jamais utilisé parce que j'utilise des résines qui ont des faibles retraits. Du coup, quand je dois faire des inserts, quand j'imprime des figurines et qui doivent bien s'emboîter, j'ai aucun problème d'emboîtement. Donc ça c'est l'avantage d'utiliser des résines ben, qui sont avec des faibles retraits. Donc à la base, tout ça pour vous dire que l'anti-aliasing, il fonctionne bien sur la Anycubic DLP et que si vous avez besoin donc vraiment de comprendre le processus, si vous ne le comprenez pas, il y a les informations dans leur manuel et c'est clair et simple d'utilisation, hein, comme je vous l'ai montré, je vais vous le remontrer encore une fois. Hop, pardon, lui il reste là. Moi c'est pas ça que je voulais. On va l'activer, je vais le mettre à 4. Je mets pas de blur justement pour voir la différence. Je vais trancher et là on va voir que notre effet d'escalier il est beaucoup diminué. Alors on le voit toujours, mais on voit qu'en fait il y a des pixels gris
et qu'on est tout à l'heure, on était que sur des escaliers comme ça en blanc. Je reviens, on va voir la différence, on va le désactiver pour bien voir. Bam, hop, ici. Donc c'est pour ça aussi que c'est important quand vous tranchez. Des fois on tranche, on fait vite et on regarde pas forcément le dessin sur le côté où on a notre masque en fait d'impression. Donc c'est pour ça que c'est important aussi ce côté-là de regarder. Donc là on voit vraiment qu'on passe du blanc au noir directement avec cet effet d'escalier et que là que l'anti-aliasing en fait il n'est pas activé. Et si j'active pas l'anti-aliasing, ah ouais, je suis obligé d'activer l'anti-aliasing, mais là on peut pas, on va le mettre à 2 et j'active lui et on va le mettre à fond. Là on va encore voir que la bordure de notre modèle, il va être encore plus flouté. Voilà, alors là on voit vraiment bien la différence entre tout à l'heure et encore toujours ça passe, donc ça passe plus du blanc au noir, ça passe du blanc à un niveau de gris différent pour arriver au noir et en plus de ça c'est flouté. Donc c'est pour ça que je vous dis de faire attention et parce que si on en abuse en fait on va noyer les détails de notre impression. Donc en gros c'est pas le but, surtout sur des pièces qui sont détaillées. Mais je pense que c'est des tests que vous devriez faire en passant par plusieurs niveaux de 0 à 8 pour trouver en fait déjà d'une part par rapport à votre résine et par rapport à votre imprimante aussi. Et surtout, et ce qui est primordial, c'est par rapport à votre pièce que vous allez imprimer. C'est super important. Donc n'en abusez pas, trouvez le juste milieu. Naturellement, ça va vous augmenter votre temps d'impression. Hein. Là-dessus, on est bien d'accord. Mais c'est un outil qu'il faut se servir et pas en abuser. Donc voilà la petite astuce. Et sinon... je vais vous montrer une autre petite astuce après, c'est le time compensation que je vous ai dit, je ne me sers pas trop, mais ça c'est un truc qu'on peut activer. Donc ici, il y a juste 2-3 petites choses à faire et je vous le montre après. Sur cette image à gauche, sans anti-aliasing, donc à 0 et à droite avec l'anti-aliasing à 8, on voit bien la diff au niveau des côtés des faces. Je vous ai mis en couleur pour bien visualiser plus facilement. On voit le lissage dû donc à l'anti-aliasing. Attention de ne pas en abuser, encore une fois, car on va augmenter donc notre temps d'expo et on peut également noyer nos détails et le but c'est qu'ils soient quand même bien présents, visibles et bien sharp. On voit bien sur l'image là que l'anti-aliasing a été désactivé. Regardez bien sur les arêtes, les edges, on voit bien cet effet d'escalier où on a... donc pas de anti-aliasing qui est activé sur ce modèle et comme quoi selon les modèles c'est plus ou moins visible. Une petite astuce sur Shitubox, n'hésitez pas à marquer dans les commentaires si vous connaissiez cette astuce et si jamais vous l'utilisez aussi également. Honnêtement c'est un petit trick qui va bien. Souvent en fait quand on fait une impression résine, on voit que le temps qui nous indique quand on fait notre slice ou notre tranchage, donc dans Shitubox par exemple, il va nous annoncer un temps d'impression et finalement quand on se retrouve à avoir imprimé notre pièce, on se retrouve avec toujours plus de temps d'impression que ce que le logiciel nous indiquait. Donc en fait, il y a un petit truc dans Shitubox. Vous allez donc sur votre profil de votre résine, quel qu'il soit, et on va aller dans Advanced. Dans Advanced, on a plusieurs applications différentes, notamment le Print Time Compensation. Donc le Print Time Compensation, on l'active ici en cliquant dessus, bim, et on a une petite molette, un petit rouage pour entrer des paramètres. Donc ici, on voit Software Forecast Time, c'est en fait le temps que lorsque vous slicez votre fichier, il vous donne un temps d'impression. Ce temps-là, donc c'est ici qu'on va le mettre, qu'on va remplir donc les indications dans Software Forecast Time. Et le Actual Printing Time, en fait, c'est le temps qui est affiché sur votre imprimante.
Donc ces deux valeurs, donc elles sont importantes. Donc, et une autre valeur aussi, on va le voir de suite. Hop, je vais slicer. Et ici, on a donc le nombre 1018 qui est important. Donc on a 1018 et les 4h35 et 41 secondes. Donc je reviens ici sur mon profil, dans mon rouage. Donc ici, là, je vais pas mettre 4h18. Moi, je l'ai déjà fait donc sur un autre différent modèle, mais c'est pour vous montrer que après, le temps correspond bien directement en fait à ce que l'imprimante va vous afficher. Et tout à l'heure, je vous ai montré quand vous slicez, en haut, on a donc un onglet avec où il y avait marqué 1018 et ici, en fait, c'est les couches qu'on va mettre. Donc j'aurais mis 1018, mes nombres de couches. Je me répète avec donc le temps ici, on aurait marqué 4h15 si par exemple c'était 4h15 qui m'avait été indiqué et admettons 5 heures pour le temps qui est indiqué donc sur l'imprimante. Une fois que vous faites, vous appliquez. Ici, on se retrouve avec un temps qui est calculé en fait donc par rapport au nombre de couches qu'on a slicé. Et on se retrouve avec 6h02 et 59 secondes. Et donc par rapport aux paramètres que vous avez rentrés entre votre nombre de couches, le temps de slice plus le temps en fait, d'impression sur votre imprimante, maintenant si on regarde, ça fait 6h02 59 et c'est le temps qui apparaîtra sur votre imprimante et le temps d'impression réel. Donc je ne sais pas si vous utilisez cette astuce. En tout cas, moi je l'utilise depuis quelques temps et pour l'instant ça matche parfaitement. Du coup, maintenant je sais à peu près vraiment mon temps d'impression. Il me dit c'est 6h02 et ça ne sera pas 7h. Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires de la vidéo. J'espère que ce petit tips vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!